Bon les amis, aujourd'hui on va faire un nouvel épisode sur SaaS Makers parce que Valérian a fait une conférence il y a quelques semaines sur une technologie qui est très prometteuse qui s'appelle Tori, qui est disponible sur tori.app pour ceux qui veulent aller voir. Et j'ai trouvé ça assez, c'est une alternative à Electron. Valérian en parlera un peu plus en profondeur. Et ça, c'est vraiment une technologie qui est super moderne. Bonjour Valérian, comment tu vas? Et est-ce que Coucou. tu peux nous, ouais, est-ce que tu peux nous dire un peu, pour ceux qui veulent aller voir, en fait, c'est quoi exactement Tori dans les grandes lignes? Ouais, alors Tori, en fait, tout simplement, c'est un système qui vous permet de développer vos applications en web et de les compiler, en fait, enfin, de les exporter pour plusieurs cibles, Windows, macOS. Donc, en fait, ça vous permet d'avoir des applications qui tournent sur votre Mac, qui affichent une petite icône dans votre dock. Vous avez une intégration avec le système assez poussée. Donc, par exemple, la possibilité de customiser la barre de menu que vous voyez en haut sur votre Mac, les interactions sur le dock avec le petit compteur de notification, enfin, faire bouncer le dock quand vous avez des événements, etc., etc. Donc, vraiment, en fait, la possibilité de faire des applications comme si vous les codiez nativement, mais en web. En revanche, l'interface, en fait, enfin, vous êtes totalement libre des choix d'interface que vous faites. Donc, il n'y a pas de système, il n'y a pas de librairie en fait qui va vous fournir un look and feel macOS. Donc, c'est vraiment en fait, si tu as ton design qui est un peu genre dark avec toutes tes petites icônes, etc. Il faut savoir que ça va s'afficher comme ça, quoi. Et donc, en fait, ça permet de faire des applications natives, en fait, à partir d'un site web, par exemple, un peu Ouais. comme Capacitor permet de pouvoir automatiquement faire des applications mobiles depuis un code source qui viendrait du Nux, par exemple, ou d'un Next, ou même des Mhm. applications Vue.js. D'ailleurs, c'est une technologie qui fonctionne bien avec ce type de framework, de Ouais, ce que il n'y tu a as pas de vu. souci. En fait, l'idée Tori, c'est juste que je vais expliquer les différences tout à l'heure avec Ouais. d'autres technologies que peut-être que les gens connaissent déjà, comme Electron. Euh, mais en fait, basiquement, c'est juste une WebView, hein. Donc, c'est un Safari sur macOS. Et du coup, tu peux afficher absolument tout ce qui est web. Donc, ça peut être du React, du Vue, un index.html avec Ouais. du jQuery, enfin tout ce que tu veux. Ça peut être statique, ça peut être une application. Donc, a priori, là, on est plutôt dans un format application. Tu peux utiliser, si tu veux, il doit bien exister des composants React ou Vue qui imitent le look and feel macOS. Donc, je sais que OnePassword, par exemple, le fait. Enfin, que le One Password 8, pour ceux qui connaissent, qui est une mise à jour du One Password Web 7, pardon. One Password 7, c'était vraiment full native, Hmm. enfin, c'était de l'objectif C avec vraiment enfin, native Apple. Et en fait, ils ont voulu se diversifier et avoir accès à publier l'application sur Windows et Linux. Et du coup, au lieu d'avoir plusieurs targets, plusieurs plateformes où c'est développé nativement, qui augmente la complexité pour les développeurs, ils ont choisi en fait finalement d'avoir une seule base de code pour l'interface, où toute l'application elle est développée en web et après elle est packagée. Je ne sais pas exactement si c'est du Electron ou quelque chose d'autre, mais c'est pas du Tori a priori. Euh, mais elle est packagée pour plusieurs plateformes avec une seule Depuis base de leur, code. Depuis une Et seule base de code. Ça veut dire quoi? D'un point de vue ouais. business, en fait, c'est vachement intéressant parce que as moins de dépendance en termes, moins de besoin de skills différentes, Mm. ça va plus vite, tu dépenses moins d'argent en software. En termes de sécurité, si OnePassword, ils utilisent pas Tori, mais ils font ce genre de processus, ça veut dire que ça reste quand même secure parce que pour ce genre d'application, tu vois, Mm. en termes d'isolation des processus, etc., ça reste quand même quelque chose d'assez secure, Tori. Ouais, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tu as plusieurs. Donc, tu as le front-end et tu as ce qu'on appelle le Mm. back-end dans une Ouais. application Tori, mais c'est pareil chez Electron, qui est ce que les gens connaissent un peu plus, qui permet de faire la même chose. Et en fait, ça n'a rien à voir avec le serveur client qu'on connaît, genre back-end, front-end, quand tu fais une application et que tu as un serveur et que le serveur, tu l'appelles le back-end. Là, c'est vraiment ce que tu appelles front-end, c'est ce qui tourne dans la WebView. Donc, c'est ce que la personne va voir, c'est ton application, c'est ce qui est web. Et tu as le back-end. Et le back-end, en fait, c'est du code que tu vas ajouter à ta web app. Parce qu'en fait, ta web app, elle peut Mm. être packagée en fait, dans plusieurs cibles. Donc, une cible Tori, par exemple, pour faire une application macOS. Mais tu peux aussi vouloir faire une application qui tourne sur le navigateur, sur ton nom de domaine. Et donc, l'idée, tout ça, c'est le front-end. Mais le back-end, c'est quelque chose que tu vas ajouter en fait juste pour la cible Tori. Mm. Et le back-end, en fait, son sujet principal, c'est de communiquer, de s'intégrer, s'interfacer avec le système, ce qui permet à ton front-end, en fait, par exemple, d'envoyer des commandes
au back-end pour exécuter du code qui va tourner nativement sur le système. Donc en fait, un exemple simple, ça peut être télécharger un fichier. Parce que télécharger un fichier, par exemple, en Tori, vu que c'est pas vraiment un navigateur web, c'est une web view, mais c'est pas un navigateur web au sens pur, Mmh. et bien quand tu télécharges un fichier, typiquement, il faut écrire un peu de code pour le dire, bah là, en fait, place ce fichier-là dans tel dossier sur l'ordinateur, parce que tu as un accès au file system. Et puis en fait, c'est même à toi d'aller installer, tu sais, tes librairies pour faire les téléchargements, etc. Enfin, t'es obligé de tout redévelopper à ce niveau-là. Mais l'avantage, c'est que tu as une flexibilité énorme, bah, customiser les menus, interagir avec le doc, comme je le disais. Pour télécharger, par exemple, bah, c'est là où, par exemple, dans une application que j'ai faite qui s'appelle Prose, on choisit de le télécharger les fichiers dans le dossier téléchargement parce qu'à défaut, en fait, Mmh. tu es vraiment libre de ce que tu fais. Tu as accès au slash user, slash Julien, par exemple, et tu fais tout ce que tu veux à cet endroit-là. Donc, en fait, c'est à toi de tout recoder. Mais l'avantage, c'est que bah, tu peux enfin, faire tout ce que tu veux après sur le système, quoi, dans ce qui t'est permis. Donc, un peu comme une app native. Et l'idée, c'est que le front-end, il va envoyer des commandes, ce qu'on appelle des commandes avec de l'IPC, donc une- un système de messages entre les deux process, entre le Ouais. front-end et le back-end. Et le back-end peut renvoyer des événements de l'autre côté pour remonter au front-end. Par exemple, admettons que tu envoies une push notification euh, du front-end vers le back-end. Donc, dans le cas de Tori, tu es obligé en fait de pusher la notification à la main toi-même avec des librairies que tu auras installées. T'as pas, comme dans un navigateur web, accès à l'application, à l'API notification. C'est quand tu fais new Mmh. notification. Et du coup, il faudra bah, être notifié du fait que, par exemple, la personne elle a cliqué sur la notification en haut à droite de son écran. Et ça, pour savoir ça, bah, c'est à toi de le faire, c'est du custom. Donc, tu vas créer un événement sur ton backend, tu vas remonter au front-end, et du coup, le front-end, il pourra s'abonner en fait via une librairie euh, fournie par Tori. Il pourra s'abonner à ces événements-là et puis y Ouais. interagir. En fait, Tori, ils ont leur propre API dans la doc, j'imagine, avec plein de fonctionnalités qui Ouais. permettent à pouvoir faire des choses un peu plus, natif. Et en fait, ce qui est intéressant, c'est que on pourrait même, dans ton backend, on pourrait même embarquer une base de données sur notre application, par exemple, genre un Ouais. SQLite ou ce genre de choses. Et c'est Mhm. là où on pourrait du coup avoir, ce qui est pas possible de faire dans le browser, en fait, là, avec Tori, comme il embarque un système backend, on peut faire des applications qui seraient vraiment beaucoup plus puissantes en termes de fonctionnalité. Exactement. Et tu pourrais, en fait, Tori, donc la particularité par rapport à Electron, c'est que ça utilise Rust pour le back-end. Donc Rust, c'est un langage de programmation orienté système. Donc l'objectif de Rust, pour ceux qui connaissent tout ce qui est C++, C, c'est de fournir en fait un type de programmation similaire. Donc tu écris du code qui se compile pour une cible, pour une architecture. Donc, c'est du code qui tourne nativement sur le processeur. Il n'y a pas de machine virtuelle, il n'y a pas de ce qu'on appelle les garbage collectors. C'est vraiment, en fait, tu tapes vraiment au plus bas niveau dans le système. Donc, ça a tout un tas de propriétés qui sont intéressantes sur la gestion de la mémoire. Par exemple, c'est un langage qui est memory safe, ce qui n'est pas le cas de C++, C, où il y a beaucoup de choses à faire à la main et du coup, beaucoup plus de latitude laissée, en fait, et qui apporte beaucoup plus d'erreurs humaines. Donc Rust est assez safe sur ce point-là. Et donc c'est la grande différence avec Electron. Donc Electron qui est finalement un concurrent de Tori mais qui est plus ancien, qui lui en fait son back-end en fait c'est du JavaScript, donc c'est du Node.js. Et donc tu as accès à plein de choses aussi, mais l'avantage de faire du Rust, c'est que tu peux installer des librairies qui font à peu près tout, créer des fenêtres, enfin tu as vraiment accès à un écosystème de packages communautaires finalement qui sont les packages communautaires de la communauté Rust. Donc ça t'ouvre en fait enfin, un champ des possibles qui est immense. Parce qu'il faut savoir que Rust, c'est pas un langage qui est lié à Tori, hein. Enfin, c'est un langage où tu peux Mm. faire des serveurs web, tu peux faire. Moi, j'ai codé par exemple, j'ai développé un moteur, une base de recherche qui s'appelle Sonic, qui est une sorte d'Elasticsearch simplifié, très simplifié. Bah, tout ça, c'est codé en Rust. Donc, par exemple, si je veux inclure un morceau de ce que j'ai fait avec Sonic dans un backend Tori, je peux le faire aussi en soi. C'est juste, tu fais des imports, tu peux publier ça, publier des morceaux de travail que tu as fait sur l'équivalent de npm.js pour le Rust qui s'appelle crates.io. Et donc, en fait, c'est assez puissant, tu vois. Le Ouais. problème, c'est qu'il y a beaucoup de choses où, par rapport à Electron, tu réinventes beaucoup la roue.
par exemple, quand je te parlais des notifications tout à l'heure, des push notifications, ça, tu vois, Electron, il te fournit un backend pour ça que tu n'as pas à recoder. En théorie, tu dois aller trouver la bonne librairie pour la target macOS pour pouvoir parler avec le système de notification natif de macOS. Et ce sera pas la même chose sur Windows, donc il faudra faire des trucs conditionnels, machin. Mais, mais l'avantage, c'est que tu arrives avec quelque chose qui est pur, tu vois. Enfin, tu as zéro librairie qui te Ouais, sont fournis, tu sources les packages communautaires et c'est ultra léger du coup. c'est peut-être ça aussi que tu peux expliquer, que ce qui était intéressant, c'est que en fait, Electron, quand tu as une app Electron, par exemple, elle est toujours plus lourde qu'une app Tori. Ouais, Notamment, si tu peux expliquer, parce que, en fait, ça embarque un navigateur et l'autre n'embarque pas. ouais. Alors la grande différence entre Tori et Electron, c'est que Electron, donc par exemple, Electron, on l'utilise pour l'application desktop de Crisp. Donc il faut savoir que quand tu télécharges l'application desktop de Crisp, c'est entre 200 et 300 mégaoctets pour une application à télécharger. Et ensuite, quand tu la fais tourner, c'est à peu près 700-800 mégas de RAM. Et à blanc, hein. Donc Mmh. ça peut être beaucoup plus que ça. C'est-à-dire quand tu la démarres. Et en fait, ça pourquoi? Parce qu'en fait, Electron bundle quand tu vas faire construire ton application avec Electron. Donc on va prendre l'application de Crisp. Donc c'est du Vue.js qui va être compilé, enfin qui va être buildé avec Vite. Donc on prend le slash dist de ça. Donc c'est ce qu'on déploierait normalement sur un serveur web. Donc ça on le met dans un dossier. Ensuite, le build Electron, il va inclure un Node.js, un exécutable Node.js. Donc pour exécuter le JavaScript du backend Electron. Parce que ça, il faut savoir que c'est du JavaScript exécuté par Node.js. Donc là, tu as un V8, Mmh. le moteur JavaScript. Et ensuite, tu De as un Chrome, ouais. Chromium. Ouais, non, non, ça c'est encore séparément. Tu as un Non, Chromium ouais, qui est OK. inclus. Et ça, le Chromium, il va servir au front-end. Donc, enfin, tu commences à voir pourquoi c'est obèse, en fait. C'est que tu réinclus complètement un navigateur web allégé. Et que tout ça, c'est packagé et ça forme ton point app que tu vas distribuer. Donc ça fait une application qui est obèse, mais l'avantage c'est qu'elle tourne, elle est portable. C'est-à-dire que tu peux être sur un Mac OS X, un Mac OS 11, 10, 12, 13, 14, sur un Windows. Tu sais que tu auras le même moteur de rendu parce que au build, pour une version donnée de ton app, tu auras packagé en fait ton app avec une version d'Electron qui du coup, bah, c'est une version de Chromium donnée, une version de Node.js donnée. Donc tu sais qu'elle sera absolument portable. Tori, à l'inverse, a fait un choix complètement différent. C'est que quand tu es sur un Mac, par exemple, et que tu développes, par exemple, une application en Swift sur Xcode, hein, tu es libre d'inclure des WebViews. Donc, c'est juste une API qui est fournie par Apple, qui est toute simple. Et en fait, la WebView, elle te fournit un moteur de rendu web, avec un moteur JavaScript, mais qui est fourni par le système. Et en fait, Tori, il utilise ça de manière assez maligne, en fait. Et du coup, ton application, quand tu vas la publier, toi, en fait, tout ce que tu fournis, c'est tes dist, donc ce que tu as construit de ton projet Vue.js, par exemple. En fait, ça, généralement, c'est assez léger. Euh, et tu vas fournir ton code back-end en Rust, qui sera compilé en un exécutable natif. Mais ça, c'est tout léger parce que c'est juste ton code. Et Tori va juste ajouter enfin, sa secret sauce, on va dire, et qui va juste, en fait, faire appel à la, vue, à la WebView System. Donc, en fait, une Donc au application, par navigateur exemple, par comme défaut Prose, ouais, qui est au Safari. Mac ou Mm, ouais, ou Et de d'une Windows. application comme Prose, par exemple, et ce serait la même chose si on packageait Crisp, elle fait 10 mégaoctets. Donc le point Mmh. app Prose fait 10 mégaoctets. Si je l'avais packagé dans Electron, on serait entre 200 et 300 mégas. Le problème à ça, c'est que ça utilise la Safari WebView. Donc on sait que Safari, c'est pas le meilleur navigateur. C'est loin d'être le meilleur navigateur quand on fait des applications. Il y a beaucoup de problèmes de rendu un peu particuliers parce que je sais que Safari fait beaucoup d'optimisation un peu particulière pour les performances et économiser de la batterie. Notamment, il est très agressif quand as ton tab, quand tu es dans un vrai Safari, il n'est pas visible pendant quelques minutes, quelques heures, je ne sais pas exactement de la décision qui est faite, mais en fait, il va stopper tous les set timeout, les set intervalles, donc ce qu'on appelle les timers. Et du coup, ton application, en fait, elle n'aura accès aux timers que si l'utilisateur résume une interaction. C'est-à-dire qu'il va réouvrir l'onglet, il va regarder ton app et il va interagir. Mais ça, c'est très problématique quand tu fais du WebSocket, par exemple, quand tu as une application qui fait du chat et que tu dois maintenir une connexion réseau active et que si jamais tu perds le réseau et que tu schedules une reconnexion, bah, c'est des timers en fait, que tu vas pas te reconnecter immédiatement dès que tu perds la connexion. Donc tu es obligé de faire des set timeout, tu sais, avec les algorithmes tu sais, qui te permettent de, si le serveur est pas disponible, t'évites de te reconnecter trop fréquemment. Enfin,
tu fais des exponential back-off, tout ça. Bah, ça, c'est des timers. Et en fait, tu peux pas le faire quand ton onglet il est en background. Et le problème, c'est que du coup, ça, c'est dans un Safari Navigator, mais les mêmes règles s'appliquent sur une WebView Tori. Donc, Mmh. tu vois, en fait, le fait de dépendre de Safari et de cette WebView, donc t'as pas le contrôle, t'apporte des problèmes. Et du coup, si tu passes sur une version de macOS différente, la version de Safari peut-être sera différente, et donc la WebView sera différente. Et donc, du coup, en fait, ton app, elle va pas forcément se rendre pareil pour un même exécutable à une même version sur différentes versions de macOS. Et de façon similaire, si tu arrives sur Windows, ça va être, je sais plus comment ça s'appelle sur Windows, mais ça va être la WebView Edge. Donc, ton application Tori, elle sera tout aussi légère sur Windows, mais elle va dépendre en fait d'un moteur de rendu qui sera totalement différent. Donc, en fait, tu commences à avoir des contraintes qui sont. Enfin, tu Bah, peux qui pas sont distribuer artistiques, ton quoi. application Mmh. de façon universelle. Et notamment, ce que j'ai remarqué en pratique, c'est que les WebView sur Mac, en fait, elles se comportent pas tout à fait pareil quand elle est packagée en mode WebView que sur un vrai Safari. Je sais pas, j'avais des problèmes de scroll un peu bizarres sur l'app, enfin, des comportements qui étaient pas OK. tout à fait pareils. Du coup, il faut faire quelques if, enfin quelques fixes, on va dire CSS, JS, spécifiques à ton build de Tori. Donc Ouais, il y en a gros, tout un tas de Tori, il nécessite limitations. qu'on check un peu, sur chaque navigateur comment ça se passe, en fait, pour être sûr que tout s'affiche bien, quoi. Par Ouais. rapport à Electron où on peut passer mais est-ce que tu vois d'autres avantages à utiliser Tori, mis à part, le fait d'avoir une app qui est légère par rapport à Electron, en fait? Parce que là, on se dit: «Bah, en fait, pourquoi je m'embête? Autant lui balancer un gros bundle et puis, pas m'embêter», tu vois? Bah, en fait, je dirais que si tu as une app qui a pour objectif de tourner à H24 sur l'ordinateur de tes utilisateurs, je pense que c'est quand même vachement plus cool d'avoir une app qui est extrêmement légère. Donc à ce moment-là, Ah oui, en termes de RAM aussi. ouais, de RAM, si tu as si tu du scale, on va dire, avec plein d'utilisateurs, franchement, l'investissement en vaut la chandelle, tu vois. Parce que Mmh. c'est infiniment, effectivement, tu pourrais être tenté de faire une application native, donc de partir carrément dans la voie full Swift, Swift UI, je sais pas. Enfin, selon ce que tu développes, ça peut avoir du sens. Mais si tu as toute une grosse base d'utilisateurs qui est sur Windows ou sur un navigateur web et tu dis, OK, il y a des gens qui veulent une app Mac, mais c'est tellement coûteux en temps et en argent de la développer. Euh, il y a une grosse différence entre le faire sur Tori ou Electron, par exemple, en termes de ressources, d'impact de ressources. Et si ton application, elle tourne H24 sur l'ordinateur de tes utilisateurs, franchement, bah, en fait, le truc, c'est que dans beaucoup de cas, quand tu vas regarder ton icône batterie, tu sais, ils vont mettre application avec utilisation d'énergie significant energy Mmh. usage, et ils vont te mettre ton application. Et ça parce qu'elle tournera sur Electron. C'est un peu le cas de Discord, par exemple. Je sais pas si tu as remarqué, mais Discord, Ouais, c'est vraiment. Spotify, bah, à Spotify, à un moment aussi, tu vois? Il y en a plein, hein. Ouais, bah c'est ça. En fait, tout ça, c'est des applications web et qui tournent sur des systèmes qui sont quand même assez lourds. Et Spotify, je sais pas qu'est-ce qu'ils utilisent, mais Discord, il me semble bien qu'ils utilisent Electron. Et franchement, c'est une horreur pour la batterie. Et ça peut prompter tes utilisateurs à se dire, OK, bah, je vais fermer l'application parce que elle Bah, ils consomme de désinstallent, en l'énergie, tu fait, ouais, vois, ouais. ou je la désinstalle, tu vois, ou j'utilise la Donc version web, tu vois. Et si tu veux que mmh. tes utilisateurs, à un moment, ils utilisent ton application, ils la laissent ouverte, bah, il faut qu'elle respecte un peu la batterie, quoi. Et il y Donc a ouais, plein de en Mac, fait, tu vois, qui ont pas beaucoup de mémoire vive. Genre, il y a beaucoup de gens qui ont des Mac avec 8 Go de RAM, tu vois, encore aujourd'hui. Bah, 8 Go de RAM en 2024, c'est pas beaucoup avec les applications qu'on fait tourner, hein. Toi, déjà, quand tu ouais et considères qu'une puis en application plus, Electron, ça consomme 1 giga, quoi. le truc, c'est que, tu Et vois, genre donc, même en ouais, termes de marketing, c'est bien d'avoir, en termes de rétention, d'avoir une application Tori puisque les gens, ils vont tu améliores l'usage, en fait. Si ouais, les gens, ils ferment pas ton app, ils vont l'utiliser plus et tu as plus de chances qu'ils aillent au bout des enfin, si le parce que quand ça lag, en fait, tout le monde, ils font la même chose, tu vois? Ils relancent, ils redémarrent l'ordi ou ils désinstallent au bout d'un moment. Il y a je pense que les gens sont de plus en plus exigeants, en plus, sur la fluidité. Parce que mine de rien, on commence à avoir beaucoup d'applications, des surcouches, hein. Moi, par exemple, j'utilise Raycast, tu vois? J'utilise même plus Spotlight par mmh, défaut. J'ai mon navigateur, j'utilise Arc et Arc, on sait qu'il est lourd. Donc, il y a plein de choses qui s'empilent et cetera et tout le monde n'a pas des MacBook à 3 000 €, donc il faut non, c'est aussi, clair. tester sur plein d'ordinateurs, en fait, et avec le feedback, quoi. Ouais, c'est ça. Mais du coup, ouais, J'avais une question, dis-moi? ouais, vas-y. Non, quand Non, on je te parlait de la demandais sécurité, ouais. tu me posais de la question tout à l'heure de la sécurité, je viens de m'en souvenir, mais Tori, en fait, rend configurable le modèle de sécurité quand tu échanges entre les process. Parce que quand je parlais du front-end et du back-end tout à l'heure, il faut savoir que ton front-end, c'est ton application web.
Et du coup, Mmh. en fait, si tu fais une application de chat, typiquement, et que tu reçois des messages de tes utilisateurs qui est pas forcément trusté, ton application, elle est vulnérable au XSS, enfin, toutes les failles d'injection JavaScript que tu peux imaginer. Et du coup, potentiellement, une XSS peut permettre de remonter à l'IPC Tori, enfin, la librairie Tori qui permet de faire de l'IPC et qui permet d'envoyer des messages au backend Tori, c'est-à-dire à une application qui tourne nativement sur ton ordinateur et qui a accès, par exemple, au système de fichiers. Et ça, c'est potentiellement assez dangereux, tu vois. Et je sais que Tori, Mmh. parce qu'en fait, tu peux avoir un hacker qui se dit, OK, je target cette application-là, je sais que cette application-là, elle a une fonction qui permet de télécharger un fichier, et du coup, j'appelle du code derrière qui permet de modifier le système de fichiers ou potentiellement de lire des fichiers sur ton dossier personnel, tu vois, qui sont potentiellement confidentiels. Je sais que Tori, alors je l'ai pas encore exploré, mais je sais que Tori a deux modèles de sécurité. Il y en a un par défaut qui est assez laxiste et qui est simple, et il y en a un deuxième qui est, ils appellent ça le brownfield. Euh, En gros, c'est, je crois que la définition de brownfield, quand tu regardes sur Wikipédia, c'est les techniques d'ingénierie en fait où, tu sais, en fait, on veut pas trop modifier ce qui est, c'est un peu comme imaginer tu construis sur de la terre, tu vois, brownfield, tu vois, genre quelque Mmh. chose qui est sale, tu vois. Et tu veux pas trop modifier en fait l'environnement autour de toi parce que c'est trop compliqué, parce qu'il y a trop de choses existantes, tu vois, de passifs, tu vois. Et du coup, tu construis par-dessus et puis tu essaies d'interfacer ça avec la meilleure des compatibilités. Ça, c'est le modèle de sécurité par défaut. Donc, en gros, tu n'as pas vraiment de sécurité. Mais tu as un modèle de sécurité que j'ai pas encore observé qui permet de faire, de signer carrément les messages que tu envoies entre le front-end et le back-end avec de la crypto, tout ça. Même pour éviter qu'il y ait d'autres Mmh. processus sur l'ordinateur qui viennent, tu sais, genre, commencer à essayer de faire man in the middle ou parler, envoyer des messages Ouais. qui sont spoofés. Je sais que OnePassword faisait beaucoup ça sur la version 7, entre l'extension navigateur et ton OnePassword, parce que tu as un échange de mots de passe du coup. Et même si c'est en local sur ton ordinateur, si tu veux, il y a un modèle de sécurité qui peut permettre de te protéger contre d'autres applications qui pourraient potentiellement tourner sur ton ordi et qui seraient potentiellement bah, des applications qui t'attaqueraient, tu vois. C'est assez poussé, mais bon, tu vois, tu as des modèles de Ouais, sécurité qui sont configurables, et ça, je sais pas si c'est possible avec Electron. en tout cas, c'est battle ready quoi, pour tu peux commencer à utiliser pour la plupart des projets SaaS, qui ont besoin de faire une application native, ils peuvent y aller là-dessus. Ouais. C'est, à mon avis, avant qu'ils heurtent, un cas que Tori ne gère pas, il y a le temps un peu. Ouais, alors Mais après, pour les gens mais de qui toute veulent de façon, la c'est mis à productivité, jour chercher la récemment? Mmh. simplicité, je recommanderais quand même Electron. C'est-à-dire, genre, les personnes Ouais? qui veulent juste avoir une app qui soit lancée, je sais pas, tu sais, la Mmh. personne qui l'utilise, elle la lance et puis elle fait un truc et elle la ferme. Ça, c'est Electron, c'est nickel pour ça. Après, si c'est une application qui est utilisée H24, c'est vrai que je recommanderais d'aller chercher un peu plus sur la légèreté, même si ça demande de l'investissement. Ouais, après, tu vois, même une application qui permet de resize des images et cetera, tu peux te dire que c'est des applications que tu ouvres, et que tu refermes, mais il y a des designers qui vont l'avoir tout le temps ouvert, tu vois? Si tu fais une application Ouais. qui, faire toute la manipulation d'images et cetera. En fait, ça dépend beaucoup des personas et de voir, l'usage qu'ils ont. J'avais noté d'ailleurs, c'est facile de débugger dessus ou tu es tombé des fois sur des edge cases qui t'ont vraiment fait perdre beaucoup de temps? Bah, débugger, si si tu considères que les DevTools de Safari sont bien, ça sera convenable. Les DevTools de Safari, pour moi, j'aime pas du tout. Donc, parce qu'en fait, tu peux les popper, tu sais, tu peux les lancer avec, quand tu es en mode développement, tu sais, tu peux faire option commande I là, et Mmh. ça ouvre les DevTools. Mais en fait, c'est exactement les mêmes que ceux de Safari. Donc, en fait, je développe absolument pas avec ça. Donc, ce que j'ai, c'est que j'ai un système qui permet de remonter les logs du front-end, donc dans Vue. C'est avec le Vue-logger, je pense, et je crois me souvenir. Et ça remonte au backend Tori, en fait, les logs, et après, ça les log dans un fichier sur l'ordinateur, donc c'est sur le slash librairie de ton macOS. Et du coup, ça permet d'avoir un fichier central de log, un peu comme si c'était une application native. Et l'avantage à ça, c'est que ton backend et ton frontend peuvent remonter les logs avec différents loggers au même endroit. Donc ça permet de débugger assez facilement. Après, je t'avoue que je débug plutôt sur la version sur Firefox, tu vois. Je Ouais. build une version web de mon app et le principal debugging, il se fait là, hein. Euh, L'avantage en fait de ce genre d'application, c'est que t'as pas, en général, quand tu la packages, t'as pas énormément de code spécifique à la version Mac, tu vois, ou Windows à écrire dans Tori. C'est plus le gros de ton application se fait sur un browser en fait. Du Mmh. coup, tu Ouais. as la productivité du développement d'une app web et le débogage sur des DevTools de Firefox, par exemple, qui sont très bien. Et après, le reste, pour Tori, c'est assez simple, quoi.
Il y avait aussi un truc que j'avais noté dans ta conférence que j'avais trouvé très intéressant, c'était, comment est-ce que tu gères les mises à jour, avec Tori pour Prose? Justement quand Ouais. on alors ceux qui veulent aller voir c'est prose.org et c'est différent de ce que vous faites sur Crisp d'ailleurs, je crois, pour mettre à jour, si tu peux aller en détail là-dessus? Mmh. Ouais, en fait, enfin, c'est pareil et différent à la fois. C'est pareil dans le sens où, Tori comme Electron va te fournir une seule commande qui te permet de, bah, du coup, de générer, tes exécutables, ton point .app, enfin ton point .exe pour Windows et en parallèle de ça, en fait, il est capable de te générer un fichier, manifest. Donc c'est un point JSON, que tu vas héberger sur un serveur, ça peut être un Amazon S3 et en fait, ça va être, ce que tu vas donner à tes applications dans ta configuration, c'est ton URL de mise à jour qui va contenir les dernières versions disponibles de ton application avec les signatures, cryptographiques, tu sais, de tes applications, à jour et en fait, toutes les versions que tu as installées sur les machines des gens, elles vont venir de temps en temps, checker, tu sais, quand tu fais check for software update, il vient juste faire une requête get HTTP sur l'URL que tu lui as donné du manifeste et il va regarder est-ce que j'ai la dernière version et il est capable du coup de télécharger automatiquement, la nouvelle et de redémarrer automatiquement. Alors avec ces 2 systèmes différents entre Electron et Tori, Tori, je sais pas ce que c'est, ça a l'air d'être un système un peu custom, enfin c'est Squirrel, je sais plus. Je sais qu'Electron utilise un système de mise à jour qui s'appelle Squirrel, euh, qui est assez bien et qui permet de packager aussi. Ah, je sais plus. Mais bref, en ça c'est assez similaire. En fait, ça télécharge un exécut ça va checker si un exécutable il est Ouais, nouveau, sur, une ouais, URL et après ouais, derrière ça va l'installer, quoi. ouais, c'est ça. J'avais une question du coup, c'est on peut, publier j'imagine, sur l'App Store, de macOS en fait, dans l'application Tori derrière? Ouais, tu peux publier sur l'App Store en fait le builder de Tori en fait te retourne un exécutable signé. Donc en fait tu lui Mmh. fournis ta clé de développeur, enfin ta clé de production Apple et ça te signe, ton exécutable et puis après, ben, tu le balances sur les App Store, tu peux même le permettre un téléchargement direct, normal. Par contre, alors moi, par exemple, dans mon cas sur Prose, j'utilise beaucoup un système, qui s'appelle la translucence, enfin, la vibrancy, je crois qu'on appelle comme ça comme ça sur, macOS et en gros, tu sais, quand tu fais des apps macOS, par exemple, tu ouvres ton Finder, la sidebar à gauche, elle est translucente un peu, donc tu peux voir ce qu'il y a derrière Ouais. et ça, en fait, sur une application, où tu utilises pas les API natives d'Apple. Donc typiquement, bah, une application comme Tori, en fait, ce que tu vois pas, c'est que tu as la WebView qui est là. Et en fait, la fenêtre qui wrap la WebView, c'est une fenêtre qui a été instanciée bah, par du code natif, quoi. Donc ça parle avec les API Apple. Et, euh, et en fait, à défaut, elle est blanche par derrière. Mais tu peux activer en fait un mode translucent. Et après, du coup, quand tu mets de la transparence dans ton application, tu sais, tu mets tout ton body HTML transparent en CSS. Et par exemple, dans Prose, j'ai la sidebar. En fait, tu mets juste background color transparent. Et en Mmh. fait, derrière, du coup, tu vois en fait le background de la fenêtre native et translucente. Et ça, en fait, pour activer ça, faut activer l'option API privé, donc Private API de macOS, enfin des SDK et Tori. Et quand tu utilises cette option, Apple ne te permet pas de publier sur l'App Store. Parce qu'en fait, ils permettent pas en fait des applications qui utilisent la Private API d'être publiées sur l'App Store macOS. En revanche, tu peux quand même la faire télécharger, tu sais, sur ton site quand les gens ils téléchargent directement le point app. Il sera signé avec ta clé développeur Apple, tout ça, pas de souci, mais tu pourras jamais le publier. Donc, si tu veux publier, par exemple, dans mon cas, si je veux publier Prose sur l'App Store, bah, je vais devoir en fait désactiver la translucence. C'est-à-dire que je perds quand même un D'accord. petit peu en sexiness quoi, sur l'application. Donc, je vais devoir faire deux builds, un build, tu sais pas, App Store et un build App Store, où le build App Store sera un peu plus moche. Donc, c'est un peu bête, quoi. Donc, tu peux le faire, OK. mais avec des limitations. Et la communauté, par rapport, tu sens qu'elle est assez active, hein, sur, Tori? Ouais, Ça moi je vois que plutôt. ça gagne un momentum, de plus en plus là depuis 3-4 Ouais. ans, enfin je sais Puis pas on combien de entend temps ça en existe, parler mais de plus en plus autour de nous. Ce que je vois, c'est que là, aujourd'hui, moi, j'utilise la version 1 de Tori, mais ils sont en train de travailler sur une version 2 qui est actuellement en bêta. Donc, c'est pour ça que je ne l'ai pas encore utilisée. Je t'avoue que je ne me suis pas trop intéressé au changelog parce qu'elle est bêta. mmh, Et je voulais quand même avoir une app qui était faite au plus vite. La V1 de Tori est déjà très fonctionnelle. Moi, ce que j'aimerais bien en fait sur la version 1 de Tori, c'est pouvoir configurer tous les paramètres liés à ce qu'on appelle le AppNap. Tu sais, sur un Mac, tu as une fonction qui avait été introduite il y a quelques années qui s'appelle AppNap, qui permet au système de décider en fait quand une app
tu l'utilises pas et qu'elle est dans ton dock, elle est ouverte, mais tu t'interagis pas avec, elle est peut-être même pas visible. En fait, il va mettre en pause l'application. Un peu à la même manière qu'un background tab, tu vois, quand tu es dans Safari. Il va mettre en pause les timers, tout ça. Et en fait, ça permet d'économiser de la batterie, pareil, mais sur des applications natives. C'est-à-dire que normalement, tu les fais en Swift, Swift UI. Et ça s'applique aussi, du coup, comme je disais, à la WebView. Et en fait, Apple a permis de tuner un peu le paramètre, tu sais, genre la condition de AppNap. Est-ce que tu stops les timers, tout ça? Et ça, par exemple, il y a une PR qui est ouverte sur le site enfin, sur le GitHub de Tori. Donc ça, je l'attends énormément parce que ça m'a causé beaucoup de problèmes parce que Prose étant une application qui fait du chat pour faire les reconnexions, par exemple, quand tu perds le réseau, quand tu réouvres ton Mac qui sort de la veille, bah, typiquement, ça, je pouvais pas le faire. J'ai dû développer moi-même, en fait, un connection manager en Rust qui tourne sur le back-end, tu vois, qui est pas soumis à tous les trucs, enfin, toute la machine virtuelle JavaScript sur le front-end. Et du coup, tu arrives dans des complexités comme ça où enfin, tu perds du temps. Alors que tu vois, sur un système type Electron, bah, tu peux déjà configurer depuis plusieurs années tu vois, le behavior, je crois que ça s'appelle nap ou quelque chose comme ça, je sais plus exactement à vérifier. Et je sais que sur Crisp, on l'a désactivé, quoi. C'est-à-dire l'application, elle est toujours, Mmh. elle est jamais en veille, parce que sinon on peut pas se reconnecter au WebSocket, quoi, quand elle est Ouais, pas ouverte. ça y est Donc tout arrivé. ça, tu Mmh. vois, c'est des trucs que j'ai pas trop regardé, mais j'aimerais que ça apparaisse en Tori version 2 pour que ce soit un peu plus versatile, quoi. D'ailleurs, nous, c'est un peu je me rends tellement compte à quel point, il faut surtout pas faire le développeur cutting edge et partir sur des versions tout le temps les plus récentes. Il faut leur laisser du temps. Je l'avais dit dans un épisode sur Redis et cetera et nous, on a eu le même problème sur une base de données qui s'appelle HDB là cette semaine. Il faut Mm. attendre que les choses sont matures avant de migrer dessus des applications qui sont utilisées par des milliers de personnes, en fait. Sinon, c'est un coût en fait, à devoir downgrade, et de perdre des jours de travail ou, de faire des il faut laisser le temps en fait, ces applications de maturer avant de migrer dessus. Ça, c'est vraiment la morale, quand tu es dans les tranchées, tu l'apprends vite, Ouais, ouais. Et sur ça, moi, c'était l'été dernier, j'avais fait la mise à jour enfin, tout Crisp, quoi, tout de l'infra de Crisp. Donc là, il faut s'imaginer que tous les jours, je mettais à jour un type de base de données, genre Redis, MySQL, Mongo, etc. Bah, mec, on est passé de Redis 5 à Redis 7. Redis 7 était stable, hein. Mmh, Bah, Redis 7, au bout de quelques jours après la mise à jour, il s'est mis à segfault en production. Donc, t'imagines le master de Redis, donc qui est celui qui prend toutes les écritures, il crache d'un coup. Redis, tu sais que la base de données, elle est in memory et elle se snapshot sur le disque, je sais pas, tous les 3 heures, enfin, selon ta config. Bah là, on a perdu du coup je crois que c'était 2 heures d'écriture en mmh. plus. Donc, tu sais, t'as des gens qui avaient créé des sites sur Crisp et bah, on n'avait plus la data juste à cause d'un segfault. Ouais, Et ouais. ça a été Et là, c'est fixé le dans un patch. Et pourtant, tu sais, on avait installé la 7.013, un truc comme ça. Donc, t'imagines, quand tu vois 7.013, tu dis, OK, c'est des versions patch. mmh, A priori, c'est stable, tu vois. Elle est packagée en plus dans le Debian, Debian 12, donc c'était officialisé. C'était pas une version bêta, quoi. Et pareil pour MySQL, pour MariaDB. On a eu des gros problèmes de mmh. corruption d'index comme ça sur une version qui était normalement stable dans Debian. Donc, même Ouais, en fait, carrément. peut-être qu'avec le recul, je recommanderais d'utiliser quand vous faites vos mises à jour de distribution les Debian, de toujours rester sur la Debian N-1, quoi. C'est-à-dire que nous, on était passé de Debian 10 à Debian 11, puis Debian 12 immédiatement en un été. En fait, on aurait peut-être dû rester en Debian 11, sachant que Debian 12 était la stable, tu vois. Mmh, Parce que le problème, c'est quand t'es trop vieux, genre Debian 10, tu peux faire toutes les mises à jour de sécurité, mais il y a un moment, quand tu veux installer un MongoDB et que tu utilises le package, tu sais, MongoDB Community, ils vont même plus te fournir les nouvelles versions de MongoDB. Pour des vieilles versions de Debian. Donc, tu vas être obligé de mettre à jour Debian. Donc, ça va forcer les mises à jour de certains trucs qui sont installés, ouais, genre des Redis, tout ça. Et après, tu te retrouves un peu, tu sais, sur un entre-deux. Est-ce que je prends la dernière version ou pas? mmh, ouais. Et d'ailleurs, tu avais un truc cool que tu as appris la semaine dernière que tu voudrais nous partager pour terminer, cet épisode sur Tori? Ah oui, ne jamais. Alors, quand vous développez un SaaS, là, on parle de Crisp, qui est utilisé internationalement. Donc, tu as un data center, on a un data center dans notre cas en Europe. Donc, on utilise les Cloudflare Tunnel pour que les gens se connectent
plus rapidement de par exemple, là, dans ce cas-là, c'était l'Asie. Eh bien, nos clients en Asie, en fait, genre, pendant plusieurs heures d'affilée, ils avaient des erreurs 500 de la part de Cloudflare, où ils n'arrivaient plus du tout à accéder à Crisp. Et en fait, j'ai appris que c'est qu'il y avait eu, enfin, c'est ce que le support de notre hébergeur nous a envoyé. En avril, fin mars ou début avril de cette année, il y a eu les rebelles Houthis qui ont coupé des fibres Ah oui, ouais. dans la mer Rouge, c'est ça? Et en fait, il y a des 25% du trafic. Ils ont coupé plusieurs fibres et 25% du trafic entre l'Europe et l'Asie, du coup, a été perturbé. C'est-à-dire que tu dois le rerouter quoi, sur des routes alternatives. Donc, ce que ça fait, en fait, c'est quand tu perds de la capacité, autant de capacité réseau, c'est que l'Internet est fiable dans le sens où des routes alternatives sont trouvées. Mais aux périodes de pointe de trafic, à certaines heures de la journée, certaines journées, donc là, c'était le mercredi ou jeudi, donc je pense qu'il y avait pas mal de trafic. À 16 heures de l'après-midi, bah là, en Asie, genre, il y avait de la paquet de l'os à mort et les gens, en fait, ils arrivaient même plus à accéder à Crisp, tu vois. Et donc, Mmh. ce que ça m'a appris, c'est que quand tu fais une application internationale comme ça, il faut toujours te dire, OK, il faut que j'ai des systèmes de failover en place. Donc, fournir un endpoint d'API en fait secondaire qui va éventuellement permettre aux gens qui sont un peu loin de l'Europe d'emprunter une route réseau un peu différente. Donc là, dans ce cas-là, moi j'avais implémenté un bypass Cloudflare. Et du coup, j'utilise une librairie qui est pas mal, qui est assez simple, qui s'appelle Axios-Retry. En fait, c'est un truc que tu viens ajouter en module à Axios quand tu crées ton instance, ton client, Axios. Et tu vas lui dire, OK, bah, si la request, elle fail, HTTP vers ton API dans ce cas-là, donc l'API de Crisp. Donc au lieu juste de retourner directement ton enfin reject avec l'erreur HTTP, tu vas retry suivant cette policy-là. Donc tu lui donnes, on va retry, moi dans mon cas c'est une fois, et tu vas changer la base URL de la requête, donc le nom de domaine euh, qui sert à faire la requête API, et tu vas lui passer un nom de domaine de failover. Et donc en fait j'ai créé juste un nom de domaine de failover pour notre API qui pointe Mmh. vers un serveur qui n'est pas Cloudflare. Et du coup, les gens en Asie, de manière automatique, tu vois, au lieu de leur donner une UF, tu sais, au lieu qu'ils aient des erreurs rouges, en fait, l'application, elle est juste ralentie. Et ça marche quand même, quoi. Enfin, on Ouais, espère. Parce que là, en fait, on super avait le intéressant. support qui était en mode DDoS total en fin de semaine, avec des gens qui ne pouvaient plus accéder à Crisp. Donc c'est comme, en fait, tous Mmh les gens mh. étaient persuadés que c'était nous qui avions un problème, tu sais, que c'était l'infra qui était down. En fait, tout était green. Et on devait leur expliquer que c'était un problème de fibre entre l'Europe et l'Asie, qui était créé par des rebelles. Enfin, t'arrives dans la géopolitique. Au début, je pensais que c'était un truc avec genre Chine, Taïwan, tu sais, parce Mmh. que genre tous les pays affectés se trouvaient en fait dans la zone, dans cette zone-là, majoritairement, et que genre, tu sais, il y avait des activités autour de Taïwan en même moment. Donc tu sais, tu commences à te poser des questions. T'arrives dans t'as pas le contrôle, c'est des problèmes éventuellement de géopolitique dans ce cas-là. Mmh. Parfois, c'est des bateaux de pêcheurs, tu sais, qui arrivent et qui, sans faire gaffe, coupent des fibres. Enfin, tu sais, c'est des problèmes à la con, quoi. Et quand tu as une app qui scale internationalement, donc soit tu as plusieurs data centers ou tu fais des data centers localisés au plus proche de la personne pour éviter les problèmes de fibres sous l'océan, bah, soit tu fais des techniques comme ça de failover. Ouais. Enfin, tu sais, c'est pas magique, hein. Mmh. Bah, écoute, ouais, super intéressant. Hem, Bah, écoute, merci vraiment pour, toutes les informations sur Tori. N'hésitez pas à regarder le site tori.app, pour ceux qui veulent, non, c'est tori.app, je crois, le Je site. crois que c'est, ouais. Tori.app, ouais. Ouais, et pour avoir toutes les informations et puis, à tester. Et n'hésitez pas aussi à nous dire en commentaire s'il y a d'autres choses que vous avez bien aimées dans Tori, qu'on n'aurait pas mentionnées. Ça permettra de pouvoir compléter cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner si ça vous a plu. Merci Valérien pour toutes tes éclaircies, et je vous C'est un souhaite plaisir. une agréable semaine. À bientôt. Ciao.